Hello hello, bienvenue sur Ma Passion Mon Job, le podcast qui vous donne toutes les clés pour vous créer votre vie professionnelle passionnante. Je suis Célia Leduc et ma mission c'est de vous aider à vous lancer dans ce qui vous plaît vraiment. D'ailleurs, si vous avez besoin d'un coup de pouce pour franchir le cap dans votre projet reconversion, je propose des accompagnements avec suivi 100% personnalisé et pour cela vous pouvez m'écrire un mail à hello@mapassionmonjob.fr. Une dernière chose avant de commencer, si vous aimez le podcast, le meilleur moyen de me le dire, c'est de me laisser une note 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. Comment devenir expert ou experte dans le domaine qui vous fait vibrer? Julie Doirin, mon invitée de la semaine, l'a fait. Après un cursus de mode, elle décide de rejoindre le secteur de l'immobilier. Et elle ne fait pas les choses à moitié, puisqu'elle est aujourd'hui une véritable experte du domaine. Julie est revenue pour nous sur pas mal d'idées reçues qu'on peut se faire autour des professionnels de l'immobilier. Elle m'a raconté comment elle s'y est prise de son côté pour devenir une vraie pro et créer sa boîte. Et en bonus, partager tous ses secrets et ses meilleurs tips pour vous aider à développer votre communauté Instagram. Puisque l'objectif, ne l'oubliez pas, c'est de vous rendre visible pour donner de la visibilité, de l'ampleur à votre projet. Place maintenant à notre conversation. Hello Julie. Bonjour Célia. Bienvenue sur Ma Passion Mon Job. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. Merci de m'accueillir. Alors, pour commencer, puisqu'après on va parler immobilier, on va parler de ton job, mais pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en nous parlant de toi, de qui tu es, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie en dehors de ton travail? Moi déjà, je tiens à dire que je suis bretonne, donc je ne suis pas parisienne, ça j'y tiens énormément, je le place à chaque fois. T'es fière de tes origines? C'est super important, quand on vient d'une belle région comme ça, faut le mettre en avant. Donc je suis née en Bretagne il y a presque 42 ans, parce que je suis plus proche de mes 42 que de mes 41. J'ai vécu à l'étranger enfant, puis après je suis revenue en France à Marseille, dans une famille tout à fait normale, puis après qui est devenue une famille monoparentale. Je suis arrivée à Paris, j'avais 19 ans. Entre-temps, j'étais passée par New York. Et dans ce que je pourrais dire de moi, une enfance plutôt rigolote, à part des grosses étapes, mais comme tout le monde, je pense qu'il n'y a pas une vie sans étapes. Et passionnée de musique, de natation, j'adore lire. Je suis très curieuse. Et le fait d'avoir passé une partie de mon enfance à l'étranger, je suis très curieuse en fait des autres cultures depuis toujours. Ah bah oui, donc c'était aux États-Unis du coup que tu as passé du temps. Bagdad, c'était l'Irak. Ah, en Irak, d'accord. Okay. 3 années à Bagdad, d'accord. Je suis partie, j'avais presque 2 ans et je suis rentrée, j'avais presque 6 ans. Du fait du métier de tes parents du coup? Du métier de mon papa. Ok, ah oui, donc ça forcément ça doit forger une maturité. Enfin, en tout cas, c'est pas comme si tu avais vécu en France dès le début, quoi. T'as acquis quelque chose de plus. Alors ça, c'est une évidence. Et puis c'était pendant la période de la première guerre, la guerre irakienne, qui a été la moins médiatisée, mais c'est normal puisque les médias à l'époque n'avaient pas l'ampleur qu'ils ont aujourd'hui. Mais ça a été aussi la plus sanglante. Donc, une fois qu'on a vécu dans des pays comme ça, où c'est vraiment chaud et en fait où il y a des vies qui s'arrêtent comme ça en quelques secondes dû à des bombardements, tu relativises très très vite par la suite. Tu n'appréhendes pas la vie de la même manière. Et quand tu rentres dans un pays, en tout cas qu'on appelle développé, tu savoures d'autant plus, en fait, les petites choses de la vie qui n'existent pas dans des pays où, finalement, on les prive de leur liberté, où on les prive de biens qui, pour nous, semblent complètement acquis. Si ouais, ça permet de relativiser quand même pas mal de choses, pour le coup. Et si on parlait maintenant de ton job, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce que tu fais dans l'immobilier et puis après, on reviendra sur ton... Alors aujourd'hui, moi, j'ai une boîte d'influence, d'incarnation, de mentoring et en fait de business consulting pour les grands patrons de l'immobilier dans le monde, ainsi que les consultants qui ont un certain niveau ou que j'analyse comme ayant potentiellement à terme le niveau qu'on attend depuis des années. Donc c'est la seule société qui fait ça dans le monde. Elle a 1 an et demi. Vraiment, tu t'es lancée sur un marché un peu nouveau. Enfin, tu dis que tu es seule dans ce créneau-là, ok. Je suis en train de former ma concurrence parce que j'ai besoin de concurrence. Moi, j'ai besoin en fait, mais comme beaucoup de patrons et de patronnes vous le diront, s'il n'y a pas de concurrence,
on grandit pas aussi vite qu'on le souhaiterait. Bah oui, puis t'es moins stimulée, forcément. Alors, je suis toujours très stimulée, ça faut le savoir, mais c'est aussi important pour le point de vue client. Je peux pas plaire à tous les clients, comme je ne prends pas en charge tous les clients. Le marché, il est là, et chaque client a le droit d'avoir plusieurs choix. Donc, je milite aussi là-dessus. Je suis en train de former des futurs mentors qui vont travailler. Créer leur boîte aussi à leur tour. Je les attends, moi j'ai besoin, c'est important. Ok. Et donc, du coup, c'est quoi tes missions à la tête de cette entreprise? Tu as combien de personnes qui travaillent avec toi? Enfin, voilà, comment ça se passe, grosso modo? Alors, cette entreprise, aujourd'hui, moi, je suis toute seule. Je suis censée recruter. J'ai beaucoup de mal à Pas déléguer. t'ennuyer. Jamais. La problématique que je rencontre aujourd'hui, c'est que sur la communication, je le fais naturellement avec notamment la communauté, mais il y a souvent des questions très techniques immobilières. Donc en fait, j'ai pas encore le profil d'une personne qui serait en capacité de répondre notamment sur les questions extrêmement calibrées. Or, dans ce pays, si tu réponds à côté, ça s'appelle du défaut de conseil et c'est attaquable juridiquement. Ah oui, donc il faut mieux pas se tromper, quoi. Voilà. Donc j'ai fait un appel cette année, notamment dans toutes les écoles immobilières et dans les écoles de marketing et de communication, en leur disant, on n'a pas de mon directeur de com estampillé IMO Construction. Pourquoi? Parce qu'on ne vous sort pas de vos bureaux. Mais ça fait des années, moi, que je vois ça dans les sociétés par lesquelles j'étais passée. Et c'est vrai que c'est plus simple aujourd'hui pour moi d'échanger sur ce sujet parce que j'ai vu l'envers du décor et que je connais surtout mon métier sur le bout des ongles, si tu veux. Donc aujourd'hui, moi, j'ai fait un appel là, sur les derniers mois en disant, je vais vous faire des conférences, mais sachez que ce métier-là, il va exister, j'ai besoin de vous, intéressez-vous aux deux domaines parce qu'on vous posera des questions, certes, on s'imagine que c'est plus des questions de com, mais en fait, pas du tout. Oui, il y a vraiment la partie technique qui est importante. Et donc, quand tu parles d'influence, donc, c'est-à-dire que tu vas aider les personnes, donc des dirigeants de l'immobilier, donc d'agences immobilières ou des promoteurs immobiliers, enfin, des gens qui sont à la tête de ces sociétés à faire de l'influence ou comment ça se passe concrètement? Alors, tu vois, dans la question que tu viens de poser, en fait, tu viens de soulever une première problématique que notamment les Français se posent, à savoir c'est quoi l'immobilier et quelle est la famille, c'est quoi l'étendue, quels sont les acteurs de l'IMO. Donc en fait, moi j'ai cette image, si tu veux, de la famille. Et on serait 4 frères et sœurs, grosso modo. Donc tu as les constructeurs qui là, pour la peine, eux, ont non seulement les diplômes, il faut des connaissances techniques très très poussées parce que tout le monde ne construit pas un bâtiment, clairement. C'est clair. Donc ingénieur du BTP, architecte. Après, tu as les commercialisateurs. Donc soit ils sortent d'école de commerce, soit ils apprennent sur le tas parce que ce pays permet ça aujourd'hui. Donc là, ça représente 100 000 personnes, grosso modo sur les 300 000 qui représentent la fratrie. Et après, tu as les gestionnaires et les bailleurs sociaux. Donc ça, c'est une autre carte professionnelle. Ah oui, j'aurais moins pensé... c'est vrai que quand on pense à l'immobilier, on pense d'abord aux agences, parce que nous, en tant que particulier, on a directement affaire avec les agences immobilières. C'est beaucoup plus vaste que ça. Donc moi, mon travail, c'est de travailler avec les têtes en fait, de groupe, ou s'ils le souhaitent, que j'aille travailler sur des équipes plus petites. Ça peut être de l'agent immobilier. Alors, l'agent immobilier, c'est le porteur de la carte de transaction. Tout le monde n'a pas une carte T, parce qu'en France, on peut être rattaché à une carte de transaction qui appartient à quelqu'un d'autre. Donc là, ils n'ont pas les mêmes impulsions juridiques. Tu as des statuts indépendants, salariés. En fait, tu as plein de types de statuts, mais le gros de la troupe aujourd'hui, hors constructeur quand même, pour les commercialisateurs, c'est un statut d'indépendant. Que tu sois en agence avec vitrine ou que tu travailles de chez toi. C'est vrai que très souvent, il y a moins de salariés et plus indépendants. Et donc, comme ils sont indépendants, eux aussi, ils sont directeurs. Donc ça, c'est encore une autre partie de la famille. Mais majoritairement, je travaille avec les têtes de groupe. Et l'objectif, c'est de les amener soit sur des startups avec lesquelles ils ne travaillaient pas, soit leur faire retravailler la vision et les valeurs. Ça, c'est quand ils veulent aller travailler sur d'autres pays. Parce que chaque pays a son histoire immobilière et sa réglementation. Tu ne peux pas travailler comme tu le souhaites dans n'importe quel pays dans le monde. D'accord, donc ça va plus loin que les aider sur la com et l'influence, etc. Ça va vraiment sur redéfinir leur stratégie. C'est du global, c'est du business consulting. La stratégie, d'accord, du business, ok.
Hyper intéressant. Et du coup, comment t'en es venue à ça? Est-ce que tu peux nous parler rapidement un petit peu de tes expériences pro après, enfin de tes études et voilà, qu'est-ce que tu as fait un peu avant? Mes études, elles sont finalement pas trop liées à ce que je fais aujourd'hui, sauf la première partie où là j'ai fait une fac d'histoire, géo, économie et aménagement du territoire. Et là, Il y avait déjà... voilà, l'aménagement était là, mais c'était une option à l'époque. Mais c'était super intéressant. On travaillait sur la mise en place du métro à Rennes qui n'existait pas. Donc ça, c'est de l'aménagement du territoire, c'est pas de l'habitation, si tu veux. Mmh. Après, j'ai fait une école plus artistique quand je suis venue à Paris, parce que j'avais aussi d'autres passions, notamment la mode à l'époque. D'accord. J'ai travaillé dans la mode pendant des années. Et puis, suite à une première séparation, j'ai dû louer un appartement. Il a fallu trouver un job en CDI. Donc ça parlera à tout le monde. Voilà. Et en allant chercher ce métier dit alimentaire, je tombe sur quelqu'un qui me dit, mais sur votre CV, vous avez fait des allers-retours dans des agences immobilières. Bah oui, c'est l'agence de mon oncle, donc j'allais faire de l'accueil de temps en temps. Enfin, c'était l'agence de mon oncle et de ma maman. Et on l'avait mis comme ça, alors qu'en fait, c'était une histoire de famille. Donc, quand il y avait besoin, on y allait. Ah oui, donc tu baignais un petit peu dans l'IMO, t'avais quand même... Ok. Très bien. Et j'avais dit surtout pas, à l'époque. Tu vois. Et donc, j'ai commencé chez un bailleur social. Et après, ça s'est enchaîné sur des belles rencontres. Et j'ai compris ce que c'était. Et qu'il y avait une multitude de sujets à gérer pour finalement terminer ma carrière en tant que salariée il y a 1 an et demi. J'étais vice-présidente d'un groupe américain en France. D'accord. Ok, donc Directrice toujours. de la formation. Donc finalement, t'as fait ta carrière dans l'immobilier, 18 alors ans. qu'à la base, c'était pas forcément ce que tu avais prévu. Exactement, en passant Ok. par les phases construction, les phases défiscalisation, bailleurs sociaux. Ouais, donc tu t'y connais à fond dans le domaine, quoi. C'est comme ça que tu as développé ton expertise aussi. Il a fallu que je me forme, Ouais, si tu veux, parce que même s'il n'y avait pas d'école à cette période-là, faut être efficace. Tu gères de la vie quotidienne. Le logement, que ce soit de la transac, que ce soit de la location, en face de moi, il y a des humains. Donc, si tu connais pas la réglementation, si tu n'es pas en capacité de répondre très rapidement, il y a des situations de vie. Un jour, on peut payer son loyer, le lendemain, on peut être en difficulté. On l'a vu pendant la période de Covid. Hein. Ah bah oui, Donc, complètement. faut être vraiment se former sans arrêt dans ce milieu. Ok, bon, en tout cas, ça doit être hyper intéressant parce que tu as tout le temps, en plus des nouvelles législations, tout le temps plein de nouvelles choses qui arrivent. Comment ça t'est venu l'idée de créer ta boîte? Donc, tu étais déjà dans l'IMO, mais qu'est-ce que tu voulais apporter de plus? Alors ça s'est fait vraiment par hasard. J'avais déjà mon compte Instagram et la difficulté que les gens avaient, c'était de savoir où je me situais. Parce que j'avais beaucoup de déplacements avant la Covid. Et on m'appelait en me disant, viens manger. Non, en fait, je suis à l'autre bout de la France ou je suis dans tel pays pour mon travail. Donc, j'ai commencé à utiliser Instagram juste pour dire où je me situais et ce que je faisais. Donc, je racontais mes journées professionnelles. Et puis, pendant la Covid, en fait, différentes startups sont venues me demander si j'avais dans l'idée de monter une société. Parce qu'elles voulaient percer tel ou tel marché, ou elles voulaient véhiculer telle ou telle image et qu'elles ne savaient pas comment le faire. Ouais, donc tu as vraiment eu des demandes par rapport à vis-à-vis de ton expertise. Et les réseaux sociaux, ça t'a permis de communiquer et derrière que les gens viennent te suggérer de créer ta boîte, c'est un peu ça? Ça a été très rapide, oui. Ouais. J'avais dit que de toute façon, je remonterais une société. Moi, j'étais intermittente du spectacle au démarrage de ma carrière, donc j'étais indépendante à 21 ans. Alors, intermittente dans quel, du coup... Dans la mode. Ah oui, d'accord, c'est dans dans la mode. J'avais ok. commencé en étant indépendante ma carrière. Et j'avais dit à un moment donné, j'y reviendrai. Mais dans l'immobilier, pourquoi j'ai pris mon temps? Parce que justement, j'avais pas les diplômes. Ouais, tu avais besoin de te former, de prouver que tu pouvais réussir. Là, je voulais vraiment arriver en force avec la compétence. Parce que pour pouvoir parler d'un sujet, il faut de la compétence. C'est-à-dire que l'habileté à l'oral ou l'habileté commerciale ne suffisent pas. Arrive un moment où on te dit, mais en fait, tu sais pas quoi dire, ou tu es dans une redite parce que tu sais pas de quoi tu parles. Donc j'ai pris ce temps pour me former. Et puis ça a été un peu une évidence finalement à un moment donné avec ce compte Instagram, les sollicitations. Tu t'es dit bon, très vite. Et je me suis dit pourquoi pas. En plus, je soutenais beaucoup les acteurs de l'IMO parce que le moral était en berne. Oui. Tout le monde n'est pas habitué à des confinements ou à des moments de réflexion, parce qu'un confinement, finalement, c'est un moment de réflexion. Et ça s'est joué sur la première journée de confinement où les gens étaient vraiment en panique. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Et je trouvais ça assez particulier parce que, dans le sens
moi, je l'ai vu comme une opportunité. C'est-à-dire, on va se poser, on va pouvoir retravailler telle ou telle chose, formez-vous encore plus, vous me dites que vous n'avez jamais le temps de vous former, ça vous ne connaissez pas, il faut regarder aussi ce qui se passe sur les décrets, on n'a jamais eu autant de décrets que sur cette période, hein. Parce que bien évidemment, quand il y a des phases comme ça, c'est là où ça passe, hein. On ne va pas non plus se mentir, et de travailler également sur cette partie mentoring qui n'existait pas en France, mais vraiment, je t'assure que c'était... jamais j'aurais imaginé que ça allait avoir des retombées sur le fait de monter une société, d'être primé, d'avoir cette société qui n'arrête pas de grandir, d'avoir des demandes de plus en plus finalement uniques. Moi, je crée pratiquement tout. Ouais, tu fais tout toi-même. Je pensais que les choses étaient existantes et je m'aperçois que non. Ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est d'arriver dans un marché, de se dire tiens, qu'est-ce que je veux faire et en fait, il y a plein de choses à faire, quoi. Qu'est-ce que j'aimerais trouver qui n'est pas présent, finalement parce qu'autant dans l'IMO, il y a plein d'acteurs sur l'IMO, mais c'est vrai que sur la stratégie, le développement, la communication, il y a moins de... Enfin, comme tu dis, il n'y a personne, en tout cas, vraiment positionné sur ce créneau, quoi. Oui, et puis on est quand même dans un changement d'air. Donc, l'immobilier, en tout cas, les acteurs qui sont présents aujourd'hui, tu as 2 types d'acteurs. Tu as ceux qu'on a, je dirais, les historiques. Et puis, tu as toutes ces nouvelles sociétés, parce qu'on n'est plus dans la dynamique de start-up, hein. Elles ont déjà 2-3 ans, qui sont hyper intéressantes, qui vont sur des stratégies différentes, sur des produits différents, en tout cas sur une approche de l'expérience client qui n'existait pas. Et on voit bien en fait que les mentalités ont évolué très très vite sur ce sujet et qu'on ne répond pas à toutes les demandes. Donc il va falloir qu'on pousse encore plus sur ce sujet, notamment sur les historiques. Il y a des parts de marché, en fait, et notamment des consommateurs et des clients qui ne se retrouvent pas dans ce qui est proposé ou qui n'ont plus envie de vivre de cette manière-là, alors que ces acteurs ont encore des belles années à vivre, mais il faut juste qu'ils se mettent en mode mutation. Et quant aux nouveaux acteurs... Oui, toutes les startups qui proposent... Eux, il faut qu'ils arrivent à convaincre, en fait, l'autre partie, notamment des Français. Bah oui, les gens qui n'ont peut-être pas confiance dans ce... Exactement, il n'y a pas assez de retombées, il n'y a pas assez d'années d'expérience, sauf que l'histoire nous le prouve quand même. C'est qu'on parlait avant de la préparation du podcast, notamment du rapport du GIEC ou d'autres rapports très très importants. On ne va pas avoir 30 ans devant nous. Ou si on les a, c'est tout simplement parce qu'on a réussi cette décennie. Ouais, c'est maintenant que tout ça se met en place. C'est clair. Donc il faut des gens qui soient plus que des experts, des références. Tout à fait. Non, mais donc finalement c'est une mission que tu te donnes au-delà de simplement une entreprise, quoi. Enfin, c'est un peu ce que je ressens, cette volonté d'accompagner, de faire matcher un petit peu tout, de pas faire seulement proposer des produits, mais aller au-delà du coup et mobiliser les gens. Et du coup, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton job au quotidien? Qu'est-ce qui te passionne? Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu vis tout ça? Je pense que c'est les interactions. C'est par mois, en moyenne, on est à 200 000 interactions. Le mois dernier, je suis arrivée à 300 000. C'est beaucoup. Quand tu dis interaction? Alors, c'est les likes, c'est les messages, c'est les MP. Alors, c'est beaucoup, de plus en plus de MP. Hein. Oui. Il faut prendre le temps de répondre à tout le monde. Je vois qu'il y a des nouveaux marchés qui arrivent. Donc, l'Australie est de plus en plus demandeuse. L'Afrique du Sud également. Et tu arrives à répondre à tous ces messages? Ah ouais. Et j'arrive à répondre à tout. C'est un gros boulot. Du coup. Matin, soir. En fait, c'est une gymnastique. C'est-à-dire que là aussi, cet été, moi, j'ai repris le temps de travailler ma stratégie puisque finalement, je l'avais fait de manière très instinctive. J'ai fonctionné toute ma vie à l'instinct, finalement. Et là, je me dis, avant d'avoir des personnes qui vont travailler avec moi, il faut que je structure différemment. D'abord, il faut que je m'apporte, moi, un peu plus de calme et surtout du confort professionnel. Et pour travailler avec d'autres personnes, il faut que ce soit structuré de telle manière qu'elles restent. Exactement. Donc il faut du confort également. Exactement. Puis c'est toujours bien de se reposer un peu sur sa stratégie de temps en temps en disant ok, là c'est cool, mais maintenant qu'est-ce que je veux prioriser et comment je m'organise, comme tu dis. Le matin et le soir, par exemple, se concentrer, c'est un conseil qu'on peut donner aux auditeurs, aux auditrices sur les réseaux sociaux, au lieu d'être toujours toute la journée sur Instagram, parce que c'est sans fin, parce que ça devient un forum de discussion géant. Et du coup, de déconcentrer dans ces missions, parce qu'on va pouvoir répondre, se dire, ok, je me prends un créneau le matin, un le soir. Bon, parce qu'il faut être honnête, il y a besoin quand même de temps pour le faire. Et puis le reste du temps, se concentrer vraiment sur son boulot, quoi.
Dès lors que vous avez une société, quel que soit le type de produit ou le type de service, il faut produire. Comment réussir à produire si on est dérangé toutes les 10 minutes? C'est pas possible. C'est ça, ouais. Et vous serez, en plus, ce que vous allez proposer ne sera pas cohérent parce que vous avez été dérangé. Exactement. Et ça sera pas professionnel. Donc en fait, tout l'investissement quel qu'il soit et l'engagement que vous y mettez, en vous comportant de cette manière-là, en fait, c'est comme si vous passiez juste un coup de stabilo ou de stylo rouge et que vous mettiez ça dans une poubelle. Donc, il faut bien comprendre que, oui, il faut produire tous les jours. Mais il faut avoir aussi ce type d'interaction. Moi, j'avoue que mes journées sont conditionnées par les premiers messages que je lis le matin. Oui, forcément. Mais voilà, c'est bien de l'organiser et de ne pas se laisser, entre guillemets, avoir des interactions, les soigner et ne pas se laisser happer non plus par ces échanges, même si bien sûr que ça nous booste ou ça peut nous agacer aussi. Ça influe forcément sur l'humeur et sur les projets. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu as fait grandir ton projet? Tu as pu le faire, par exemple, notamment ton compte Instagram, parce que alors ton entreprise aussi, mais tu dis qu'effectivement, t'en es à ce moment clé de recrutement. Mais du coup, comment tu as fait pour le développer? Quels conseils tu donnerais aux personnes qui ont un projet? Et puis, on va pas se leurrer, aujourd'hui, beaucoup de choses passent par les réseaux sociaux. Donc, qui voudraient dire, OK, j'ai tel projet, j'aimerais le développer via Instagram ou via TikTok, je sais pas. Quels conseils que tu pourrais donner que toi, comment tu t'y es prise en fait? Alors, je commencerai par vous dire que oui, les médias sociaux, faut pas passer à côté. C'est la meilleure communication finalement qu'on puisse avoir. On en arrive à un stade où, sur certains sujets, ça va même dépasser la presse. Exactement. Ou les journalistes. On parlait des influenceurs tout à l'heure en off, c'est exactement ça. Et ne pas être visible sur les médias sociaux, moi je vois tous les jours, la première chose qu'on nous demande avant de nous demander notre numéro de téléphone, maintenant c'est est-ce que tu as un Insta, est-ce que tu as un TikTok, où est-ce que je peux te retrouver? Et la personne en face de nous le fait directement. Donc ça, c'est important d'y être. Soigner les médias sociaux en discutant avec justement la communauté et puis toutes les rencontres que j'ai pu faire sur l'année et demie qui vient de se passer. Donc pour vous donner un chiffre, sur le dernier trimestre, c'est 26 000 personnes rencontrées. Donc je prends mon temps aussi. J'ai donné le chiffre il y a quelques mois. C'est assez impressionnant. Juste avant l'été. Et on comprend derrière qu'il y a le digital, mais il y a aussi l'importance de se rencontrer en vrai. Pas que, exactement, le digital, mais c'est un premier moyen de clé d'entrée. Et ce que dit la communauté, ou même les personnes qui suivent le compte alors qu'elles ne sont pas dans l'immobilier. Moi, j'ai 20% de personnes qui ne font pas partie de l'IMO. Ce qui a fait ressortir le compte, c'est la sobriété. Alors, je vais être très claire, j'adore tout ce qui est très chiadé au niveau com et notamment les images, mais chez moi, vous ne trouverez pas ça. L'objectif, c'est l'idée. Pourquoi? Parce que je ne suis pas déjà une Instagrammeuse à la base. Moi, je ne suis pas née avec ça. J'adorais Insta pour le plaisir. Le truc, c'est que je ne suis pas marketeuse. Je suis plus une communicante sur mon sujet. Mais mon sujet, finalement, n'a pas besoin, en tout cas ce que moi je souhaitais développer, d'avoir en fait des visuels hyper chiadés. Alors que pour les personnes avec lesquelles je travaille, notamment certains dirigeants, je leur dis attention à l'image. Oui, c'est ça, parce que eux, ils sont, ils n'ont pas le même positionnement que toi. Voilà, toi, tu as ton positionnement, puis tu as l'air d'être quelqu'un d'assez sobre, tu vas pas avoir un compte Instagram ultra coloré qui parle dans tous les sens et tout. Et c'est ça aussi qui doit plaire. Qui plaît aux personnes qui te suivent, c'est clair. C'est une idée déjà par poste, ça c'est une préconisation que je vous donne. Moi je suis beaucoup d'Instagrammeurs et d'Instagrammeuses et sur plein de sujets, pas que sur les Ouais, t'es très friande. Je suis hyper curieuse surtout. Nourriture, make-up, mode, entrepreneuriat, femmes, hommes, toute génération confondue. Ça rejoint la curiosité dont on parlait tout à l'heure. Je m'amuse beaucoup avec ça et je trouve ça génial en fait. C'est-à-dire qu'on arrive aussi à définir le type de personnalité qu'on a en face de nous. Par contre, moi ce que je note, attention au démarrage, quand vous lancez votre activité, vous avez votre stratégie, vos idées. De toute façon, ça évoluera. Vous le verrez par rapport à la gestion de votre entreprise. Je fais du chiffre, je fais pas de chiffre. Bon, il faut que je bouge un peu ma stratégie et notamment ma visibilité. Ça, c'est important. Mais ce qui ressort souvent, c'est qu'on ne vous retrouve pas entre ce qu'on voit sur un compte, sur un média social
et ce que vous êtes dans la vie. Ça aussi, c'est un truc qui est souvent remonté. Quand je rencontre les gens, ils me disent, vous êtes exactement la même, c'est vos mots, on sent que c'est vous qui écrivez, personne d'autre. Et en fait, on n'est pas déçus. Et c'est peut-être le souci qu'on peut avoir parfois, c'est qu'on veut tellement poster, puis on a le projet, donc ok, on se pose pas trop de questions. C'est marrant parce qu'il y a pas très longtemps, avec Manon, qui est présente également lors de la conversation, donc qui travaille avec moi chez Ma Passion Mon Job, on s'est posé justement pour redéfinir, alors, qu'est-ce que Ma Passion Mon Job, les valeurs, tout ça. Et vraiment que tous nos contenus, parce que justement je m'étais rendu compte que moi au début je partais un peu dans tous les sens, bon allez je postais ça, en fait ok, est-ce que ça te correspond vraiment, le vocabulaire, en fait faire attention à tout. Et tu disais une idée par poste du coup? Une seule. Quand on regarde les posts en fait, quel que soit le type de produit, des fois c'est brouillon. Il faut une ligne éditoriale en fait sur les posts. C'est-à-dire quelle est mon idée principale, et cette idée elle correspond finalement aux valeurs et à la vision. Mais si on en met 3-4, les gens sont perdus. C'est vrai que parfois on cherche à mettre trop d'idées dans une seule, parce qu'on a envie de parler de tout. Et la synthèse. 4 posts. Fais 4 posts si tu as 4 idées. Mais en fait, faut que ce soit très lisible, très clair. Bah oui. Pensez en fait punchline. Une punchline, c'est une idée dans une phrase. Bah oui, puis les gens n'ont pas le temps de s'attarder. Je veux dire, aujourd'hui, on a tellement de contenu qu'on va s'attarder sur ce qui va nous marquer, ce qui va être impactant. Et s'il y a 300 000 choses qui se mêlent, même si c'est intéressant, le fond, on va pas si... Ouais, ok. Et puis réfléchissez bien, pensez à vous, à votre mode de... Quelle consommatrice ou quel consommateur vous êtes. On est dans cette génération où en fait, moi je suis des années 80, on nous appelait la génération des zappeurs. Vous êtes la génération des swipers. Donc, quand on swipe, quand on regarde une image, paf, un mot, une idée, c'est terminé. C'est bon. Donc après, vous pouvez être extrêmement doué. Moi, je vous avoue, pour ceux qui ne me suivent pas, je fais des posts où derrière, j'ai une vraie ligne éditoriale. Et là, j'écris limite un article. Et en français et en anglais, où je vais détailler l'idée. Par contre, dès la première phrase, on sait. On sait que c'est ça. En fait, c'est ça. C'est la punchline, la phrase qui démarre. Et non pas se perdre avec du blabla que personne ne comprend. Autre petit tips qui a fait que la communauté a grandi très très vite et a apporté du business, je m'adresse à ma communauté. C'est-à-dire que j'ai personnalisé. Alors pour ceux de la génération et celles de la génération années 2000, il y a un film qui s'appelle Bridget Jones, de Bridget Jones. Je parle comme dans mon journal en fait, je leur dis ma chère communauté. Je m'adresse toujours à eux. La première phrase c'est ça, chère communauté. Je vais vous parler de ça aujourd'hui. Et hop, je développe. Oui, voilà, tu les impliques. Ils sont uniques. Ils sont uniques. Ils prennent le temps de venir sur votre média social, sur votre page. Ils vous font aussi un cadeau. C'est pas que dans un sens. On pense qu'on leur fait un cadeau parce qu'on produit du contenu. Non, mais eux, ils suivent sans c'est ce que j'en dis, sans eux. Enfin, un chanteur, il dit si vous venez pas, moi, je suis rien. Exactement. Et ben, nous, si on construit dans l'immobilier, si vous achetez pas ou si vous louez pas, en fait, nous ne sommes rien. C'est pareil sur vos médias sociaux, quel que soit le type de produit, pour avoir de l'engagement. Et ça, c'est super important, l'engagement. Ouais, donc l'engagement, on rappelle, c'est que les gens vont réagir, interagir. C'est-à-dire qu'on peut avoir, je sais pas combien de followers, mais si derrière, ils sont là, ils regardent, mais ils ne s'engagent pas, donc ils ne likent pas, voilà. Faut créer de l'émotion. L'engagement, c'est le synonyme de l'émotion. Mais qu'elle soit positive ou négative. Alors, c'est vrai que tout le monde a cette angoisse quand vous lancez du bad buzz. Ça m'est pas arrivé. Ça m'est pas arrivé, mais je l'ai vu pour certains confrères et certaines consoeurs. Certains le prennent très bien en se disant ça fait de la pub. Moi, je suis pas partisane de la polémique ou du bad buzz. Ça, c'est en tout cas mon mode de fonctionnement. Ça fait de la pub, mais pendant une durée limitée, et ça peut aussi avoir d'autres conséquences. Très mal. C'est souvent un signe de désalignement aussi. Bien sûr. Parce que voilà, s'il y a un bad buzz, à moins que ce soit pas du tout notre faute, et ça, mais si on veut le provoquer, c'est quand même un peu moyen. En termes d'image. Alors, c'est plus que moyen. Et là, je m'engage personnellement sur ce que je dis. Ça n'engage que moi. Je suis contre ça. Moi, j'ai vu quand même des livres sortir et sur l'IMO et sur la partie digitale. Et il y a notamment une page, je ne citerai pas le livre parce que je ne leur ferai pas de pub. Et ceux qui sont dans l'IMO, en tout cas ceux qui l'ont acheté, et en plus, ce n'était pas un livre qui était diffusé dans les grandes enseignes, il y a quand même une page qui dit générer de la polémique. Je suis désolée. On est sur un sujet
Autant avoir des punchlines, Mais ok, oui. accrocher les gens, ok, mais je veux dire, créer de la polémique juste pour attirer. Mais Moi, je suis contre ça. Perso, Ouais. c'est déjà extrêmement stressant pour les Français. Là, je parle que pour nous, franco-français. Cette histoire d'avoir un toit sur la tête. On a d'autres priorités, à savoir rendre lisible le truc, que ce soit plus facile, que les Français se disent, mais je vais finalement trouver un logement, quel que soit le moment de ma vie, et je vais y aller serein, parce que je sais qu'en face de moi, il y a des gens qui sont non seulement calibrés intellectuellement, qui ont les diplômes ou les formations qui vont bien, et qui vont m'accompagner, et je vais vivre une expérience client qui va être hyper intéressante. Ceux qui ont le temps de polémiquer, finalement, ou qui amènent vers ce type de sujet, c'est parce qu'ils n'ont pas les compétences. Et là, je ne vais pas me faire de potes, mais c'est pas grave, j'assume parfaitement. Ils n'ont pas les compétences, et puis c'est une mentalité quand même vraiment pas terrible, hein, enfin, de devoir passer par ce genre de choses pour... Donc ne faites pas ça pour sortir du lot. Le message, il est là parce que, comme tu le dis parfaitement, sur le moment, ça génère quelque chose, mais ça peut casser très très vite ton image, et finalement tout le travail que tu as réalisé avant peut être balayé. C'est-à-dire qu'on le dit dans les conférences, moi j'ai dit dans la conférence sur l'influence immobilière, qui était la première européenne en décembre l'année dernière, je ne savais pas que c'était une première européenne, je leur ai dit attention. C'est-à-dire qu'on veut de l'exemplarité, on veut de l'éthique, on veut de l'engagement, et avec tout ça, finalement, c'est beaucoup plus simple, parce qu'en plus, c'est rassurant. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et tu disais, pour créer de l'engagement, je crois que je t'ai un petit peu coupée. Tu disais, pour créer de l'engagement, ce qui est important, alors il y avait l'émotion. Est-ce qu'il y a d'autres tips, justement, parce qu'on a pas mal de personnes, je pense, qui nous écoutent, qui, ont des personnes qui s'intéressent à ce qu'ils font, mais ne sont pas non plus dans l'interaction. Donc, on essaye tous de faire participer sa communauté, mais parfois... Alors, soit des questions ouvertes. Je vous avoue que je l'utilise pas. Après, tout dépend de votre background. C'est-à-dire que pourquoi, par exemple, quelqu'un qui lance un business et qui sort de l'école ou qui a jamais vraiment travaillé, ne serait-ce que 3 ou 5 ans dedans, a plus de difficultés que quelqu'un qui finalement a fait presque 2 décennies sur un sujet. Il était bien évident que, en imposant finalement ma vision, après 2 décennies dans l'IMO, ça avait plus de poids. Par contre, j'étais mauvaise sur la forme, je dois le dire. D'accord. Parce qu'on préconise. Donc, pour ceux qui démarrent et qui veulent générer de l'engagement, vous allez être obligé de passer par cette phase où il faut interroger la communauté, il faut beaucoup hashtaguer. Vous avez le droit à minima à 30 hashtags quand même. Hein. Personne n'utilise ça. Personne ça, on se le disait avec Manon. Moi, je hashtag à mort. Et aussi, n'ayez pas peur de hashtaguer, par exemple, sur des mots anglo-saxons. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit, quand on regarde un petit peu les rapports sur l'influence ou les livres qui parlent vraiment bien de l'influence et de l'incarnation, ne mettez pas hashtag travail, mettez hashtag business. Pourquoi ? Parce que les Français sont dans la communauté business et ne sont pas dans la communauté travail. Bah oui, puisqu'on s'intéresse souvent aux mots anglais. Ah, ça, c'est un bon conseil. Bon, bah, on le prend, on le prend aussi pour nous, du coup. Et soyez naturel. Soigner la forme aussi, tu disais, soigner la forme, effectivement, toujours. C'est important. Il y a en ce moment un phénomène sur les fautes d'orthographe. Je suis désolée. Moi, j'ai vu passer quelque chose là cette semaine qui m'a rendu, mes yeux sont sortis comme dans Tex Avery. Voilà, je vais le dire comme ça pour pas utiliser un gros mot. Donc, c'est une super convention sur l'immobilier. Et je vois en fait le teasing qui est une mini vidéo, mini reel sur Insta et qu'ils ont dû booster. Premier mot, faute d'orthographe. Il y a 3 mots. 3 mots. Donc, je suis désolée. Repositionnez-vous en tant que client. Vous voyez ça en tant que client, est-ce que vous avez envie de vous tourner vers ce type de personne ? Non, même si vous pensez, et ça aussi, ça se travaille. Hein. Puis ça peut arriver de faire une erreur, par exemple, d'un mot qui manque. Bon. Mais là, quand on voit 3 fautes dans une phrase... C'est pas possible. Ouais. Si vous vous sentez pas à l'aise avec l'orthographe, faites une punchline. C'est-à-dire que moi, c'est ce que je préconise. Certaines personnes aiment beaucoup écrire, même il faut les freiner. À ce moment-là, écrire un bouquin, écrire un blog, où vous avez ces personnes à qui on a dit à l'école, ça vient de l'école, t'es mauvais en orthographe.
Mais chacun sait faire une phrase. Alors, sauf si on me met le ça, SA. On est bien d'accord, on n'est pas en phonétique. Ça arrive à tout le monde. Tout le monde fait des fautes d'orthographe. Même à la télé, ils font des fautes d'orthographe. Même dans les prompteurs. On parlera d'une chaîne d'information. Voilà, là aussi, où quand même il y a un prompteur, en général, une fois par semaine, il y a une belle faute d'orthographe. Mais je suis d'accord avec toi qu'effectivement, ça décrédibilise complètement. Tout de suite. Et juste au moins de se relire, en fait, au moment où on poste, voilà, c'est la moindre des choses. Moi, j'ai un gros défaut, c'est que je fais, et je le sais, hein, mais c'est instinctif, de la syntaxe anglo-saxonne. Et la communauté en rit, en disant, mais on sait, puisque tu travailles plus en anglais qu'en français, et que tu utilises cette langue depuis que tu es enfant. C'est ça, c'est un petit peu ton petit, voilà, ta petite spécificité, mais ça reste tout à fait Il y avait deux correct. options, c'est soit je me forçais, et là la communauté ne me reconnaissait plus. Mais comme je ne fais pas de faute d'orthographe, je dis, ça fait partie de moi, c'est comme ça. Donc oui, il y aura cette formulation de syntaxe comme ça. Alors que j'ai fait un bac littéraire quand même, c'est dingue, hein, et que je lis beaucoup. Mais c'est pas grave, vous avez... Ça montre ta personnalité, ta culture, enfin voilà, c'est son expérience. Entraînez-vous, vous avez aussi des mots qui reviennent souvent selon vos communautés et vos comptes. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on sait, à la façon dont vous écrivez, je reconnais Célia, je reconnais ton compte, comme je vais reconnaître le compte d'autres Instagrammeurs. Parce qu'il y a 2-3 mots qui reviennent régulièrement. C'est ce qui fait l'identité, hein, finalement. Votre identité, tout à fait. C'est vrai que quand on imagine l'immobilier, il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas forcément toujours une bonne image dans le sens l'immobilier c'est un monde de requins. Est-ce que tu as identifié peut-être d'autres préjugés sur l'immobilier et lesquels tu pourrais confirmer et à l'inverse déconstruire? Alors comme dans tout business, moi je dis pas requin, c'est-à-dire qu'il y a une culture de la réussite, il y a une culture de la performance. Donc ça, c'est logique. C'est un produit de consommation comme un autre, l'immobilier. Donc, on se doute bien que... il y a de l'argent derrière, en plus. Il y a de l'argent, il y a de l'investissement. Il y a de l'investissement, il y a des vies. C'est un des rares produits sur lesquels il y a cette notion d'impact vital. Bah oui, si on n'a pas de toit, on n'a rien, quoi. Donc, bien évidemment, il y a des caractères qui sont, je dirais, très entreprenants. D'autres diront agressifs. Après, moi, le mot requin peut me déranger. Parce que, pourquoi on dit ça? Tout simplement parce qu'on ne connaît pas les métiers et le temps passé à travailler. Mais ça, c'est du fait des acteurs de l'immobilier. Donc là, il y a un vrai travail à faire. C'est-à-dire qu'on doit de plus en plus expliquer ce que l'on fait, ce que l'on aurait dû faire depuis des années. Donc ça, c'est au niveau des pôles de formation, des écoles. C'est, vous êtes client... On doit vous expliquer ce que vous allez vivre avec nous et pourquoi, en fait, vous allez payer ce type de prestations X ou Y. Exactement. Et puis aussi prévenir contre les arnaques, les diverses arnaques qu'on peut trouver. Parce qu'on en voit des gens qui vont payer pour des listes d'appartements. Il y a des choses, des arnaques. Tu parles des étudiants. Oui. Là, je discutais justement avec l'alternante d'une amie entrepreneur qui me disait je me suis fait arnaquer parce que je cherchais dans l'urgence un appartement. Parce que comme tu dis, il y a ce truc vital de dire ok, j'arrive à Paris, il me faut un appart. Donc... t'es prêt un peu à tout et derrière t'as des gens donc c'est peut-être ces gens-là qui décrédibilisent un peu alors que tous les agents immobiliers ne sont pas des personnes sans foi ni loi. Alors majoritairement, moi je vais redorer un peu le blason de ce métier tout en sachant que j'en ai recruté, j'en ai coaché jusqu'à ce que je monte ma société, je continue à travailler avec eux. Donc, si je continue à travailler avec eux, c'est que j'arrive quand même à les supporter, qu'il y a des gens très bien. Il y a des gens très bien dans l'immobilier. Majoritairement, il y a des gens très bien en plus, qui soient porteurs des cartes professionnelles ou qui soient rattachés aux cartes professionnelles. Là aussi, dans la mission, comme tu le disais tout à l'heure, c'est finalement de montrer ceux qui travaillent très très bien et ceux qui vont vous permettre de ne plus vivre ça. Et justement, quand on est dans une période d'urgence, il y a aussi des acteurs qu'on connaît moins dans la famille. On en parle chez nous. Donc oui, ça a un coût. C'est-à-dire que moi, la première, quand je suis arrivée à Paris il y a 22 ans, il n'y avait pas encore trop Internet. Je vais vous le dire. C'est-à-dire qu'on avait des téléphones qui n'étaient pas tout à fait des smartphones. Et oui, ça existe. Il n'y avait pas le fil, on se rassure, pour les jeunes de la communauté. Toujours est-il que le premier truc, j'avais 3 jours. 3 jours, je suis montée avec ma maman. On a commencé par acheter un petit magazine qui s'appelle le PAP, qui existe toujours, mais qui a aussi un site, un format digital aujourd'hui. Et on appelait. Et donc, on a visité un max d'appart. Donc, j'ai visité des apparts en sous-sol avec des rats. On a tout vu. Et finalement, l'avant-dernier jour, ma mère me dit, c'est pas possible.
il y a des marchands de sommeil. Moi, je travaille dans l'immobilier. J'ai pas envie de ça. J'ai dit, on va aller dans les agences. Et donc, on frappe aux portes des agences. Et on est tombé sur, une agente immobilière, donc porteuse de carte T. Son agence existe toujours. Du côté de Montparnasse. Et qui a compris qu'on était monté exprès pour ça. Et qu'en plus, ma maman travaille en face, dans le même domaine. Elle nous a fait visiter 2 appartements. Clean, pas trop cher. Mon appart, je l'avais trouvé. Voilà, donc comme quoi, quand on identifie la bonne personne, et il y a des agences qui ont une bonne, effectivement, de et bonnes les listes, techniques. s'il vous plaît, les listes, ça n'existe pas. C'était déjà un scandale il y a 22 ans. Déjà. Donc, nous, on ne fait pas ça. Ouais, de payer, alors les listes, c'est payé pour une liste d'appartements. Je me rappelle quand je m'étais installée à Paris, on m'avait proposé ça, j'avais dit bien sûr non, parce qu'on m'avait prévenu, mais j'imagine qu'il y a bien des gens qui se font avoir du genre, je paye pour une liste, et puis comme ça, derrière, j'aurai un appart, alors que derrière, il n'y a rien du tout. Il y avait déjà eu ce scandale. A priori, moi, je suis encore surprise de voir un des noms de sociétés qui avait déjà été attrapé il y a 22 ans a encore existé. Ils se reconnaîtront, donc je ne vais pas citer. Mais c'est vrai que ça, c'est dramatique, c'est se faire de l'argent très rapidement. Ils ne font pas de l'immobilier, ces gens-là. Ouais, c'est ça. C'est que de l'arnaque sur le dos de gens. Moi, je ne sais pas aujourd'hui combien elles coûtent, ces listes. À l'époque, ça coûtait 500 francs. On n'avait pas encore basculé. Je suis arrivée juste avant le switch avec l'euro, 500 francs. Voilà, ou même, je pense aujourd'hui c'est peut-être 150 ou 300 euros. C'est un budget pour meubler votre appartement quand vous arrivez, ou pour que ça aille un petit peu mieux dans le mois, quoi. C'est pas. Tout à fait. Mais c'est dramatique. Donc là, tu vois, j'en profite, c'est un coup de gueule. Ouais. Vous n'achetez pas de liste. Ouais. C'est non, et puis tu peux le diffuser partout. Ne jamais acheter de liste d'appartements, même si on est pressé, qu'on cherche quelque chose dans l'urgence. Et c'est vrai que c'est aussi ton rôle de rappeler quels sont les codes de bonne conduite du domaine finalement. C'est ça, c'est la stratégie, mais c'est ok. On n'est pas prêt à tout pour faire de l'argent et c'est ça. Non, mais c'est intéressant d'avoir une autre vision que celle qu'on peut se faire, qui est un peu, je pense, qui est un peu biaisée, quoi. Quand tu arrives dans les grandes villes et qu'on te vend une liste, Quel autre conseil tu pourrais donner, alors pas forcément sur la partie réseaux sociaux, mais à quelqu'un qui veut lancer son projet pour toi dans n'importe quel domaine, c'est quoi un petit peu les conseils que tu donnerais pour démarrer? Je sais pas si tu as des petits tips comme ça. La préparation. C'est-à-dire qu'il faut se poser souvent. Ce qui est hyper drôle, c'est qu'on fait une soirée entre amis et puis on balance 2-3 idées. Enfin, c'est comme un brainstorming mais entre amis. Puis le lendemain matin, il y a quelqu'un qui dit « ça y est, je lance ma boîte ». Oui, mais attends, même si tu as l'idée, est-ce que ça, c'est viable? Est-ce qu'il faut que tu fasses une petite étude de marché? Il faut que tu comprennes à qui tu t'adresses, comment tu vas communiquer. Donc, en fait, ce temps de préparation, il est vraiment nécessaire. Ouais. J'avais beau avoir travaillé toute ma vie dans l'IMO, moi, j'ai quand même passé la boîte, elle a été montée en 1 mois. Mais je savais ce que c'était qu'un business plan. Tu avais déjà mûri tout ça, quoi. Ouais, voilà. C'était pas... Mais si vous ne le faites pas, ça va être difficile. Et pourquoi ça va être difficile? Parce que je le souhaite à tout le monde. C'est-à-dire lancer un business, souhaite le succès. Que ce soit sur mon secteur ou autre, en fait, moi j'ai envie que les gens réussissent dans la vie. Donc le truc, c'est si effectivement on part comme ça, très brouillon, que ça marche, mais qu'à un moment donné, on a besoin d'aller choper des investisseurs et qu'on n'a pas fait ce travail en amont, de dire voilà qui je suis, voilà quel est le concept, voilà pourquoi j'en arrive là, quelle est la cible, voilà sur quel chiffre j'avais pu tabler, voilà ce que moi j'ai mis en termes de données personnelles et vers quoi je tends et comment ça va grandir. Ouais, derrière, c'est pas viable. Parce que ça va très vite quand vous lancez une société. Ouais. Il y a des phases d'accélération qui sont galvanisantes, mais aussi très angoissantes, sachez-le. Ouais. Il y a des nuits où vous ne dormirez pas. Ouais, les ascenseurs émotionnels. Exactement. Donc, apportez-vous ce confort d'entrée de jeu, c'est-à-dire structuré. Bah oui, on voit que tu es quelqu'un quand même d'assez structuré, cadré, et on peut très bien être créatif. Bien sûr. Comme tu l'es, par exemple, sur ton compte, etc. Créatif, sympa et drôle. Enfin, on n'est pas obligé d'être hyper sérieux, mais on peut cadrer effectivement le business. Ok, donc structurer les choses dès le début, même si on est passionné, on se prend pour élan pour quelque chose, mais voilà, il faut que derrière ce soit cadré. Et puis bon, après, bien sûr que ça structure aussi au fur et à mesure, mais d'avoir une base, quoi. On parlait aussi organisation tout à l'heure, mais d'avoir un planning, de savoir se reposer, réfléchir régulièrement à sa stratégie parce que ça change. Pour se dire ok, c'est quoi mes priorités et comment je fais, quoi. Savoir bien s'entourer aussi,
Ça, c'est, je vous parlais de recrutement tout à l'heure, en exprimant la problématique qui est la mienne aujourd'hui. Il y a aussi une question de confiance. Même si j'ai travaillé toute ma vie dans des équipes, dans le salariat, on n'aime pas tout le monde. C'est pareil dans l'équipe. Exactement, et on n'a pas le choix de ses collègues. Voilà. Donc, Sauf que là, on a le choix quand c'est votre société, et c'est d'autant plus difficile que c'est votre bébé. Hein. Bah oui. Ouais, c'est difficile de déléguer aussi, et donc il faut s'entourer des bonnes personnes. Et parfois, quand on ne connaît pas encore les gens, c'est pas toujours simple. Ouais. Alors, il y a 2 options là-dessus. C'est, moi, j'avoue que j'aime faire confiance. Donc, je travaille dans ma recherche là, actuelle pour travailler avec une ou plusieurs personnes. Je me suis posée sur le type de profil que je voulais, mais surtout sur la manière dont ça allait se passer. Ouais. Donc, comme avec les jeunes diplômés avec lesquels moi je travaille, ou les futurs diplômés, c'est 100% de confiance. Par contre, c'est d'entrée de jeu, les mettre sur des gros trucs. Parce que c'est à ça que je vais voir si oui ou non déjà ils adhèrent au projet, s'ils adhèrent, s'ils sont investis dans le truc. Les lâcher en fait. On en parlait avec une de mes amies la semaine dernière qui est dans le domaine de la food. Et elle disait c'est pareil, même quand on vient faire un stage, du coup un stage, une alternance ou... je t'explique, bien sûr, je te forme, mais derrière, je vais te mettre sur les choses, c'est important tout de suite. Les mains dans le cambouis, d'entrée de jeu. Voilà, et c'est comme ça que tu vas voir comment ça se passe, etc. Et il ne s'agit pas non plus de biberonner la personne. Enfin voilà, on explique, on forme, mais ensuite on délègue et on voit aussi ce que la personne peut donner en situation, quoi. Et puis, on voit aussi, quand on fait ça, on a de très belles surprises. Parce que le fait de laisser cette liberté, alors on cadre quand même un petit peu au démarrage, ouais, ça, bien c'est sûr, en disant c'est ma société, mon image. Donc là on est en face à face. Mais tu laisses en tout cas des missions de la latitude sur les responsabilités que tu vas confier. Moi je veux pas qu'ils soient habillés en noir par exemple, tu vois. Ils n'ont pas l'obligation parce que je m'habille pratiquement. C'est vrai que toi tu t'habilles en noir, ouais. Souvent. Ouais, c'est vrai. Mais à côté de ça, s'ils ont des idées, moi je dis pas non d'entrée de jeu. Je les laisse aller sur le truc et finalement, en laissant cette liberté, ça me laisse aussi entrevoir peut-être une personnalité qui viendra un futur patron. Oui, et puis les gens sont plus engagés dans ce en quoi ils croient et donc les idées qu'ils vont pouvoir avoir pour le business. Je veux qu'ils incarnent aussi. C'est-à-dire que l'incarnation ne passe pas que par le dirigeant. Tout à fait. Donc c'est aussi pour ça que c'est pas facile le recrutement parce qu'il faut vraiment trouver les bonnes personnes. Écoute, bonne chance à toi pour cette phase du coup de recrutement, mais je doute pas que tu aies les compétences et puis l'expérience pour repérer aussi, c'est aussi ça, c'est humainement à qui on peut faire confiance, même si on n'est jamais certain à 100%, mais voilà, ça, c'est important de repérer les qualités. Moi, j'ai fait du recrutement pendant 5 ans en entreprise, donc j'avais l'habitude de recruter beaucoup de personnes, mais voilà, de plus que les, on va dire, hard skills, avec la partie technique qui est importante, c'est vraiment les soft skills, la personnalité, le potentiel, la marge de progression, la loyauté. Enfin voilà, il y a toutes ces, on va dire, toutes ces qualités-là qui vont faire la différence en fait. La personne peut avoir les meilleures compétences du monde, mais si elle ne matche pas avec les valeurs de la société, qu'elle n'a pas ce que toi tu veux, il y a un moment donné où elle partira ou ça n'ira pas, quoi. Donc, recrutement hyper important. Un vrai sujet, le recrutement. Ah ouais. Bon, alors maintenant, on va passer à la dernière partie de cette conversation, si tu veux bien, qui est le Passion Quiz. Donc voilà, le Passion Quiz, l'idée, c'est d'arriver à mieux te connaître à travers quelques petites questions. Est-ce que tu es prête, Julie ? Go, go, go. C'est parti, alors. C'est le Passion Quiz. Es-tu plutôt thé ou café ? Café. Et t'en prends plusieurs ou... Oh là là. Le thé, c'est quand je suis malade ou en été, glacé, je le fais moi-même. Mais à la base, le café, ça te booste. 1 litre à 2 litres par jour. J'en bois beaucoup. Ah oui, beaucoup. encore plus que moi, d'accord. Ouais, je suis une grosse consommatrice de café. Plutôt couche-tard ou lève-tôt ? Couche-tard. Ok. Couche-tard parce que j'aime travailler la nuit. T'as plus d'inspiration ? Il y a plus d'inspiration. Normalement, on est moins dérangé. Alors, je dis bien normalement, puisque comme il y a une partie des clients aux États-Unis, j'ai le décalage horaire. Voilà. Donc, il y a 2 nuits par semaine où je ne me consacre qu'à eux. Et donc, le matin, je me recouche de 3 heures et là, je réenchaîne avec l'Europe. Ah ouais, d'accord. Oui, c'est fatigant.
Ça va, t'as une bonne résistance. C'est le jeu, mais après, c'est vrai que faut jamais oublier non plus qui t'a donné ta chance au démarrage. Oui, tout à fait. Et C'est puis les tu aimes États-Unis, travailler. moi, dans mon cas de Puis tu aimes travailler, j'imagine. Enfin, c'est sympa aussi de travailler avec des étrangers et pas que c'est être super. cantonné à la France. C'est une autre mentalité, puis ça permet aussi pour nous. Ça me permet de me dire voilà, est-ce que ça c'est jouable en France? S'ils le font, comment les Français vont réagir à ça? Est-ce que ça oui en France? Parce qu'ils me posent aussi des questions sur notre pays ou sur d'autres pays européens. Pour beaucoup d'Américains, ce qui est très drôle. Alors pour ceux qui sont pas venus en Europe, c'est que l'Europe c'est limite un continent. C'est-à-dire, ils considèrent que c'est le même pays. Je vois. Sauf que tous les pays européens ont leur identité, certains ont vraiment une langue à part entière qui n'est pas utilisée dans d'autres pays. Enfin, nous, le français, c'est utilisé dans d'autres pays. Mais je vois très bien ce que tu veux dire. Moi, pouvoir travailler même avec des Allemands, des Italiens, des Espagnols, rien à voir avec les États-Unis. Mais ça m'a déjà plu de voir une différence de mentalité, quoi. Ce que tu te dis quand tu n'es pas de bonne humeur le matin, tu te lèves un peu de mauvaise humeur, est-ce qu'il y a un truc que tu te dis? Je ne dis rien. C'est le silence. C'est le roi du silence. Mais j'ai toujours fait ça, même dans ma vie personnelle. En fait, si je devais vous donner une petite image, c'est comme si j'ai un petit nuage noir au-dessus de la tête et il faut juste que le nuage il pète à un moment donné. Donc ça va, ça va passer. Donc tu dis rien. Je vais marcher. Ok. Je vais souffler et je relativise. On parlait de l'Irak, de l'Irak tout à l'heure. Enfin, tu relativises. Tu dis bon, qu'est-ce que c'est ce problème par rapport à des guerres? Rien. Donc le truc c'est on souffle, c'est ok. De toute façon, qui a une vie avec 365 jours par an merveilleux? Ça n'existe pas. Donc là aussi, il faut arrêter de se dire ça. C'est clair. Il y a des jours où on se réveille, on est un peu plus ronchon, on a mal dormi, ou le premier message qu'on a lu, on reparle du message, n'était pas celui qu'on attendait professionnellement ou personnellement parlant. C'est clair. Bon, le truc, c'est on se fait un moment sympa, on se prend son café, on se douche, on va marcher, on revient, ou on va courir, ou on fait un truc complètement hors travail, et on se met dans la dynamique. Non, mais je vois très bien ce que tu veux dire, et il y a certaines personnes qui ont besoin aussi d'extérioriser, de parler, et d'autres, mais je trouve que c'est bien aussi d'aller marcher, de prendre ce moment avec soi, plutôt que tout de suite aller vers les autres en déversant ses problèmes. Moi, j'y arrive pas, parce que le problème, c'est quand tu fais ça, c'est que les autres viennent aussi également vers toi quand il y a beaucoup de problématiques. Et le truc, c'est que selon le caractère qu'on a, ça te prend de l'énergie. C'est vrai. Puis après, derrière, tu n'es pas forcément prête à accueillir ce que la personne va te dire. C'est une rencontre, ça aussi. C'est quand on est avec des partenaires professionnels ou avec son équipe et qu'on sent qu'il y a un élément dans la salle qui est pas bien ou en Zoom qui est pas bien, le prendre d'entrée de jeu, ça peut être hyper risqué. Donc, on laisse dégonfler le truc. On en parle dans la journée automatiquement, mais à un moment où l'autre est un peu plus détendu. Il faut que les choses se désamorcent. Et nous, on est détendu également. Complètement. Un livre qui t'a marqué, que tu aimerais partager avec nous Il y en a plein. J'adore lire. Alors, on va rester dans la dynamique de ton podcast et surtout de ton compte. Alors, c'est un bouquin qui non seulement parle de l'IMO, mais parle surtout de l'entrepreneuriat. Par contre, il faut parler anglais. D'accord. Vous faites bosser aussi votre anglais. C'est No One Succeeds Alone. C'est Robert Reffkin qui l'a écrit. Robert Reffkin, c'est le cofondateur d'un groupe immobilier aux États-Unis qui est dans les 500 plus grosses fortunes américaines. Donc c'est Compass. Ils sont rentrés dans le classement en 8 ans. Ils partaient de zéro. Ah ouais. Et donc c'est la première fois qu'un patron de l'immobilier écrit un vrai bouquin. Et ce que j'ai adoré dans ce livre, donc il explique pourquoi il a fondé, donc pour sa maman. Il dit qu'il n'avait pas d'argent. Premier job à 15 ans, donc en fait il faisait DJ dans les bar mitzvahs. Il a une histoire assez incroyable, sa rencontre avec le cofondateur de sa boîte. Ah oui, ça donne envie de le lire. Il dit qu'ils ont des moments de doute. Il raconte, alors je vais pas tout vous raconter parce que on a envie de le lire bien. Mais il y a un chapitre qui s'appelle le No Ego qui est juste fantastique. Faut savoir que Compass aujourd'hui sont cotés en bourse à Wall Street quand même, alors que personne n'avait parié sur eux. Comme c'est des super tips entrepreneuriat à partager au-delà de l'IMO, comme tu dis. Mais c'est même plus. Il parle un peu d'IMO, mais c'est plus un chef d'entreprise et ils sont partis à deux. Aujourd'hui, il y a 40 000 personnes
qui travaille avec eux en 8 ans. La première photo, moi je me souviens d'eux, qui était passée il y a presque 9 ans maintenant. Ils sont dans le Bronx, ils sont en Converse. Et ils sont hyper dynamiques. Alors en plus, ce qui est marrant, c'est que Robert, c'est le plus timide des deux, quoi. Donc le voir écrire un livre, il le traduira pas en français. Moi, je lui ai demandé. Donc pareil, il interagit chez moi. Ouais. Moi, on est de la même génération. J'ai adoré ce qu'ils ont fait et je continue à soutenir, à aimer ce qu'ils font. Et ce livre, en tout cas, peut vous donner véritablement des pistes. Ils disent quand ils se sont plantés. Aucun patron français dira « je me suis planté ». Eux, ils parlent d'étapes, en fait. Ouais, ils osent. Ils racontent tout. On a l'impression de vivre la montée en puissance, la création et la montée en puissance de leur boîte. Ouais, c'est passionnant et c'est transparent. Ouais, c'est génial. Ils parlent beaucoup des femmes aussi, donc il y en a pour tout le monde. Vous allez voir, il est fantastique. Ça vaut le coup, du coup, même en anglais. Bon, moi, ça m'arrive de lire aussi des livres en anglais. Allez-y, franchement, vous ne serez pas déçus. Une personne qui t'inspire. Ma mère. Ça restera ma mère. C'est bien ça de pouvoir avoir un modèle comme ça. Alors un modèle intellectuel, un modèle en tant que femme, la façon dont elle se positionnait, modèle en tant que mère, parce qu'elle nous a élevé une bonne partie de sa vie toute seule, puisque la grosse étape de ma vie, ça a été le décès de mon père très jeune. Elle nous a représentés à l'étranger. Ah ouais, elle a eu un rôle très important dans ta vie, du coup. Oui. Donc, quelqu'un qui... on parle souvent de personnes plus illustres, en tout cas plus portées par les médias. Mais là aussi, moi, ce que je note, et dans beaucoup de livres, je l'ai lu en tout cas, et notamment là, les livres de Charles Pépin, le philosophe qui est toujours vivant. Ouais, j'adore ce philosophe. Moi, j'adore. Je suis fan. Donc là aussi, allez-y sans problème. La vertu de l'échec, forcément, celui-là on en parle. Souvent, ce qu'on dénote, et il le dit très bien dans un de ses chapitres, c'est que les femmes ou les hommes que vous admirez, quand ils parlent de leurs parents, il y a souvent eu un des deux parents qui a été le premier modèle. Ah ouais, c'est vrai que c'est pas facile quand on ne peut pas s'identifier en se disant tiens, j'aimerais. Après, ça peut être les grands-parents. Aussi, bien sûr. Ça peut être les tantes, ça peut être quelqu'un d'autre. Mais je trouve que c'est bien d'avoir quelqu'un dans sa famille parce qu'on se dit, on a envie de faire aussi bien et on a envie de suivre les traces un petit peu. Et puis cette personne, elle est juste à côté de vous. Donc quand vous faites une sortie de route, c'est la première à vous mettre une claque derrière la tête. C'est ça aussi l'avantage de choisir peut-être une personne qui est plus proche de vous. Mais j'aime plein d'autres personnes, mais c'est vrai que ma mère reste ma référence ultime. Si tu n'étais pas spécialiste IMO, enfin en tout cas chef d'entreprise dans l'IMO, quel autre métier t'aurais aimé faire ? Est-ce que la mode, tu parlais de la mode tout à l'heure, est-ce qu'il y a d'autres domaines peut-être qui t'auraient intéressé ? Il y en a plein. L'humanitaire, ça c'était mon grand coup de cœur quand j'étais adolescente. J'avoue aussi que j'aime bien le profilage. Ok. Je trouve ça assez amusant. En fait, c'est une dynamique, là aussi, c'est un peu comme... je ne sais pas si vous vous souvenez de ce jeu aussi, en tout cas, il existait dans les années 2000, enfin, ou 2010 ou 2020, un jeu qui s'appelait Risk. Oui, tout à fait. Voilà, Risk, c'est de la stratégie. Et ben, quand je pense à Risk, en fait, il y a une dynamique aussi de profilage, en fait. Et le profilage, vous en avez partout. Ouais. Quand vous profilez, en fait, vos clients, c'est cette dynamique-là. Quand on profile également les collaborateurs avec lesquels on a envie de travailler, les partenaires, en fait, on est sans arrêt dans une dynamique de profiling. Et c'est vrai que ça doit être intéressant, le métier. Moi, j'aimerais bien. C'est clair. Et puis bon, les personnalités un petit peu complexes, qui n'ont pas toujours été très cool, moi, je veux comprendre pourquoi on en arrive là. J'aime bien ça. Hyper intéressant. Et pour terminer, est-ce que tu aurais une citation que tu voudrais partager sur le podcast qui te porte, qui te drive dans la vie Il y en a plusieurs, mais en ce moment, et puis celle-là, elle est dans ma vie depuis très très longtemps, c'est tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, Socrate. Remettez-vous toujours en question. Rien n'est sûr. Ouais. Ça aussi, c'est peut-être le meilleur des tips que je puisse vous donner. Ceux qui, à un moment donné, se disent « je sais tout, je suis le roi ou la reine et je vais rester sur mes acquis », ça ne marchera pas. Remettez-vous toujours en question et dites-vous qu'en fait, chaque jour est une page blanche et que vous devez apprendre quelque chose. J'adore cette idée de journée, chaque jour. Mais ouais, ça, c'est un très bon conseil. Même les gens qui arrivent au sommet, etc. Toujours se dire, OK, qu'est-ce que je peux faire pour progresser ? Parce que finalement, on se compare aux autres. Si on se dit, OK, je suis le meilleur, d'accord, mais comment je fais pour moi m'élever, en fait, hein ? C'est pas toujours être par rapport aux autres, mais par rapport à soi-même.
Et merci beaucoup Julie pour cette conversation, pour tous les tips hyper intéressants que tu as pu nous partager autour de pas que ton job, mais finalement l'entrepreneuriat, puisqu'on a parlé entrepreneuriat sur le podcast. Et puis je te dis à très bientôt. Merci à toi Célia, merci à ton équipe et merci pour ce moment et j'espère que ça aidera pas mal de membres de ta communauté et bien évidemment, il ne faut pas hésiter à interagir, je réponds toujours. Avec plaisir, j'en doute pas. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que cette exploration vous a plu. Si vous avez écouté cette conversation jusqu'ici, je pense que oui. Alors le meilleur moyen de me le dire et de m'aider à faire connaître le podcast, c'est de me laisser un petit mot doux en commentaire avec une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur iTunes. Ça vous prend 1 minute et vraiment, ça m'aide énormément. De mon côté, sachez que j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire découvrir cet univers et ce job passionnant. Si vous avez quelque chose à me suggérer, un commentaire ou quoi que ce soit d'autre, vous me contactez par mail à mapassionmonjob@gmail.com. Et pour ne rien louper de mes aventures d'exploratrice et retrouver toutes les coulisses du podcast, ça se passe sur le compte Instagram et Facebook de Ma Passion Mon Job. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle exploration.